La diatribe de Calliclès. Calliclès. Or, d'elle-même, la nature, au rebours, révèle, je pense, que ce qui est juste, c'est que celui qui vaut le plus est le dessus sur celui qui vaut moins, et celui qui a une capacité supérieure sur celui qui est davantage dépourvu de capacité. Qu'il en est ainsi, c'est d'ailleurs ce qu'elle montre en maint domaine. Dans le reste du règne animal, comme dans les cités des hommes et dans leurs familles, où l'on voit que le signe distinctif du juste, c'est que le supérieur commande à l'inférieur et est plus que lui. En vertu de quelle sorte de justice, dis-moi, Xerxès a-t-il fait une expédition contre la Grèce, ou son père contre les Scythes, sans parler de 1000 autres exemples analogues que l'on pourrait alléguer? Eh bien, cette conduite de la part de ces gens-là est conforme à une nature, à la nature du juste, et par Zeus, conforme en vérité à une loi qui est celle de la nature, non point toutefois sans doute à celle que nous avons, nous, instituée. Modelés à façon, les meilleurs et les plus forts d'entre nous, pris en main dès l'enfance, sont tels des lions réduits en servitude par nos incantations et nos sortilèges. Apprenons de nous que le devoir est l'égalité, que c'est cela qui est beau et qui est juste. Mais que vienne apparaître, j'imagine, un homme ayant le naturel qu'il faut. Voilà par lui tout cela secoué. Il s'échappe, il foule aux pieds nos formules, nos sorcelleries, nos incantations, et ces lois qui, toutes sans exception, sont contraires à la nature. Notre esclave s'est insurgé, il s'est révélé maître. C'est à cet instant que resplendit la justice selon la nature. Gorgias de Platon. La théorie la plus classique qui définit la liberté comme absence de contrainte et libre jeu des passions est celle de Calliclès, sophiste du IVe siècle avant Jésus-Christ, adversaire acharné de Socrate. Définissant l'impossibilité du bonheur dans l'état de servitude et d'esclavage, à l'égard d'un autre ou des autres, il préconise la culture des passions et des désirs que l'on doit multiplier et accroître en nombre et en intensité pour les satisfaire lorsqu'ils atteignent leur plus haut degré. Si la répression et la maîtrise de ces instincts, volonté, désir, pulsion de vie, engendrent tristesse et douleur, l'épanouissement et le plein éclat. Si la répression et la maîtrise de ces instincts, volonté, désir, pulsion de vie, engendrent tristesse et douleur, l'épanouissement et le plein éclat des forces de vie, ainsi que de notre puissance, nous réalisent dans le plaisir et la volupté. Cette culture de la force vitale est un art véritable, réservé à peu de gens. L'opprobre général, auquel un tel mode de vie donne lieu, l'atteste largement. Les disciples d'Épicure n'ont-ils pas été, par la suite, traités de pourceaux? Notre lâcheté et notre faiblesse nous font préférer la tempérance, la mesure et la justice. Pour quelques caractères d'exception, qui en ont le courage et la force, la liberté consiste à vivre dans le luxe, l'incontinence et les passions démesurées. Les arguments de Calliclès. Faite par la masse, la loi en exprime forcément les intérêts et les valeurs. Elle n'est donc pas universelle. Cette loi est un instrument d'oppression, non par la force, mais par un mécanisme d'intériorisation. Elle n'est donc juste qu'en apparence. Les valeurs prônées par cette loi n'ont pas de réalité propre. Elles consistent dans le retournement axiologique de la réalité de la force, et l'égalité de droit n'est que la dénégation de l'inégalité de fait. Elle est donc sans consistance. Les meilleures dispositions sont laminées par l'éducation égalitariste. Le vrai droit est celui de la nature, qui est foncièrement inégalitaire. En effet, il est universel, nécessaire, irrécusable. Cette fausse loi, sous laquelle nous vivons, est intrinsèquement fragile, puisqu'elle se maintient en s'appuyant sur un verbiage sans répondant et grâce à l'absence momentanée d'un individu suffisamment fort pour la renverser en lui et hors de lui. Dans le Gorgias, Socrate et ses interlocuteurs dialoguent à propos de la rhétorique, art de persuader. Or, si elle est capable de faire passer l'injuste pour le juste, le mal pour le bien, c'est qu'elle est avant tout une technique de mensonge et de tromperie. Mais Calliclès conteste la conception socratique. Pour lui, l'idée même de justice n'est que la manifestation d'un désir de cocher sa propre faiblesse, en voulant imposer aux forts un ordre moral contraire à leur nature.
Problématique. Selon Caliclès, la justice et les exigences de la morale sont le fait d'hommes incapables de vivre selon la nature. La véritable injustice, c'est la dépendance. Or, réprimer ses passions, c'est accepter un ordre extérieur et donc artificiel qui interdit le bonheur de l'être humain authentique, le fort. Enjeu. Premièrement, la logique de Caliclès aboutit à ce constat paradoxal. Seul le tyran peut être heureux, puisque seul il peut assouvir absolument toutes ses passions. On retrouve ici l'idée d'âme tyrannique développée dans la République. La vie de la cité est le reflet agrandi de la nature de l'âme des hommes qui la composent. Deuxièmement, Caliclès se réfère à la nature. Or, il n'est pas sûr que la condition humaine se limite essentiellement aux exigences d'une nature, dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle peut être. Car la maîtrise des passions est tout aussi naturelle que leur libre exercice, puisque l'homme est naturellement doté de la faculté de les penser.